TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Covid-19, les voyants sont passés au rouge au Togo. Après quelques semaines d'accalmie, le taux de contamination a encore grimpé et la coordination appelle à la prudence en cette période de fête de fin d'année. Une éducation de qualité, tel est le défi que s'est lancé le gouvernement togolais et le ministère de l'enseignement technique veut également relever ce défi et un plan stratégique triennal est élaboré à cet effet à découvrir dans ce journal. Et puis en cette période de fête de fin d'année, prudence sur nos routes. Et ce soir, petit rappel du code de la route avec le respect des feux tricolores et ce sera en fin d'édition. Voilà donc pour les titres. Le Togo prend part à l'Expo universelle Dubaï 2020. Hier, le pays était à l'honneur. Mais que présente concrètement la délégation togolaise à cette rencontre internationale d'affaires? Immersion ce soir dans le pavillon Togo avec Isidore Kobatine depuis Dubaï. La connexion illimitée est le thème architectural du pavillon togolais. Il se décline sous différentes formes et offre aux visiteurs tout au long du parcours une expérience unique. Au cœur du projet se trouve une idée forte, présenter le Togo, son peuple, sa diversité culturelle, ses atouts logistiques et économiques. Une immersion totale au cœur des réalisations des projets sociaux en lien avec le numérique. Le gouvernement a pris la décision de faire du numérique l'un des piliers du développement. Et il y a eu plusieurs projets qui ont été réalisés. Donc il est quand même de bon ton que nous puissions ici à l'Expo parler de ce que le gouvernement fait dans ce domaine. L'implication du gouvernement au niveau administratif pour faciliter les choses, que ce soit la délivrance d'un certain nombre de pièces administratives qui dans le temps étaient très compliquées. Donc voilà autant de choses que nous avons exposées dans le pavillon du Togo au niveau du côté numérique que nous avons partagé avec le reste du monde. Logé dans le district mobilité, le Togo veut créer des connexions entre les peuples où l'harmonie, les informations, les idées et les biens sont échangés plus rapidement que jamais au profit des populations. Il ne faut pas oublier le projet Novici et qui a beaucoup intéressé les visiteurs. On leur a expliqué ce que c'est, surtout au moment de la pandémie sanitaire, là, comment le gouvernement a facilité aux populations les plus démunies de pouvoir survivre dans cette situation. Nous avons expliqué tout cela et ça a vraiment intéressé les visiteurs. Actuellement, je vous parle, nous sommes dans le pavillon du Togo. Nous avons exposé nos produits, c'est-à-dire la capacité de nous, les valeurs des artisans que nous confectionnons comme de l'art au Togo. Nous avons amené ce genre de produits exposés dans les pavillons du Togo. Et l'exposition se déroule très bien. Expo 2020 Dubaï, c'est aussi connecter les esprits et faire découvrir le monde. Avec plus de 25 millions de visiteurs envisagés, le pavillon togolais suscite beaucoup de curiosité, des visiteurs qui prennent plaisir à toucher du doigt les réalités togolaises, un plaisir partagé et immortalisé. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 était cet après-midi encore face à la presse, à qui elle a fait le point des contaminations à la Covid-19 et la situation de la vaccination dans notre pays. À retenir que le Togo est encore passé dans la zone rouge pour avoir dépassé les 10% des taux d'infectiosité prévus pour le renforcement des mesures barrières et restrictives. Des précisions avec Clarisse Aticlé. Les contaminations à la Covid-19 au Togo continuent de grimper et à une vitesse exponentielle. Les chiffres cumulés du 15 au 21 décembre, présentés ici par la coordination aux médias, font état d'une forte positivité qui inquiète. Nous avons noté 469 cas contre 117
la semaine d'avant et 61 une semaine en arrière. Donc nous sommes passés du 5 décembre avec 2,5% de positivité, alors qu'on était à moins d'1% de positivité avant. Nous sommes passés de 2,5% de positivité le 15 pour arriver à 12,5% de positivité le 21 décembre. Il y a une progression très forte. Dans la foulée, 3 décès enregistrés. Le Togo a franchi la ligne rouge et entre ainsi dans la 3e vague de contamination avec la présence effective sur le territoire togolais du variant sud-africain Omicron. Actuellement, 25% des cas concernent maintenant le variant Omicron. Il est plus contagieux que l'ancien variant Delta. Ceux qui sont décédés concernent en majorité les personnes non vaccinées. Là, vous comprenez que la vaccination a beaucoup sauvé les vies. Avec plus de 12% de taux de positivité, le gouvernement togolais pourrait annoncer certaines mesures pour pouvoir freiner la propagation du virus en cette période de fête de fin d'année. Dès qu'on dépasse 10%, nous sommes dans la zone rouge et certaines mesures seront prises et qui seront annoncées par le gouvernement. La coordination salue le bon déroulement de la campagne de vaccination. Le Togo a reçu déjà plus de 5 millions de doses de vaccins. Il en a administré plus de 2 millions aux citoyens. Le pays entend accélérer la campagne pour arriver à mi-février 2022 à l'immunité collective pour une reprise effective des activités. Et Covid toujours, sachez qu'en Tunisie, le pass vaccinal est entré officiellement en vigueur. Les populations doivent désormais présenter le document avant d'accéder à plusieurs lieux publics. Dans la capitale tunisienne, les passagers de la gare doivent désormais présenter leur carte de vaccination contre le Covid-19 pour accéder au quai. Mis en place dans de nombreux pays, le pass de vaccination vient de rentrer en vigueur dans le pays. Le document permet d'accéder aux cafés, aux banques, aux centres commerciaux et autres établissements publics. Cette mesure avait été annoncée au mois d'octobre par le président Kais Saied afin de limiter la propagation du virus et d'accélérer la campagne de vaccination. Il y a quelques jours, des dizaines de personnes manifestaient encore contre ce décret présidentiel. Selon l'ONG Amnesty International, certaines dispositions du texte violent les droits des personnes, menacent inutilement les moyens de subsistance des Tunisiens en imposant des sanctions excessivement sévères en cas de non-respect des règles. Et toujours en Tunisie, en bref, on apprend ce soir que l'ancien président Monsef Marzouki est condamné à 4 ans de prison avec effet immédiat pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État. Et retour en page nationale, l'enseignement technique au Togo est passé au crible pour une éducation de qualité. C'est à cet exercice que se sont soumis les responsables des différents démembrements du ministère de l'enseignement technique. Les précisions dans ce reportage de Eli Agba Niadao. Le ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat s'organise déjà pour les 3 années à venir. Une rencontre de travail pour planifier les activités à mener pour la visibilité des établissements techniques, l'accessibilité des filles et des groupes vulnérables aux filières agricoles et industrielles, ainsi que les modalités d'accès aux établissements et centres de formation. Le rapport triennal, c'est pour répondre au cahier de charge de la feuille de route gouvernementale. Et ça porte sur les activités que chaque chef d'inspection a eu à mener dans sa circonscription pédagogique, que chaque directeur central a eu à mener dans son département. La deuxième activité élargie aux directeurs des établissements, aux proviseurs, portait sur l'adoption du plan triennal META 2022-2024. L'autre temps fort de cette rencontre des responsables du ministère de l'enseignement technique, c'est bien la signature d'accords de partenariat entre le ministère et le Club diplomatique international Afrique, CDIA. C'est d'accompagner le ministère dans ses œuvres. Il faut bien former nos vaillants étudiants, l'avenir de demain. Donc c'est un appui, un accompagnement. Le CDIA envisage accompagner les États au développement
Et là où il y a le besoin, lorsque nous sommes sollicités, nous venons apporter notre contribution. Nous nous sommes réunis pour travailler sur l'enseignement technique au Togo, évaluer le chemin parcouru depuis 1 an, et également préparer l'organisation de la semaine de l'enseignement technique au Togo, la première édition. Nous avons bouclé par la signature de ce contrat de partenariat avec CDIA. Ce partenariat nous permet d'avoir d'abord un soutien en matière d'équipement pédagogique, encore un soutien pédagogique pour le renforcement de la qualité de la formation. Cet accord de partenariat qui couvre une période de 4 ans, 2022-2025, a plusieurs volets. Le renforcement du parc informatique du ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat, la mise en place du dispositif de suivi des apprenants et un accompagnement prioritaire des filles des filières industrielles et agricoles par l'octroi des bourses d'études. Et la politique de l'éducation de qualité pour tous se concrétise, même dans le Togo profond. Et le lancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires ont été lancés sur toute l'étendue du territoire national. Ceci pour améliorer les capacités d'accueil dans le secteur éducatif. Et l'étape de la région des Savanes dans la correspondance de Gérard Lagoudou. C'est un grand jour qui s'ouvre dans la ville du canton de Pligou, dans la commune de Tandouaré 1. L'histoire de l'école primaire publique de Pligou, un groupe C, va changer dans 3 mois depuis sa création en 2014. Un bâtiment scolaire de 3 classes, d'un bureau et d'un magasin sera construit ici, dans la préfecture de Tandouaré, de même qu'à l'école primaire publique de Quintidoua, dans la préfecture de Quindial, pour le compte de la région des Savanes. Les travaux sont lancés dans le contexte de la mise en œuvre du projet P9 relatif à l'amélioration du secteur de l'éducation à travers l'augmentation des capacités d'accueil scolaire conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Une conséquence d'une politique, la politique de gratuité des frais scolaires, l'augmentation de la démographie et l'élargissement de la carte scolaire, le nombre d'élèves a augmenté énormément dans nos établissements primaires comme dans nos établissements publics du secondaire. Pour conséquence, donc, de construire de nouvelles salles de classe. Joie et soulagement des apprenants, du corps enseignant et bien sûr des parents d'élèves. Il a pensé à cette localité bien reculée de la préfecture pour venir installer ce bâtiment scolaire de 3 classes plus bureau-magasin. Il faut dire un grand merci au gouvernement d'avoir pensé à cette population. Les femmes sont là, les jeunes sont là. Je pense que nous tous réunis, on peut se mobiliser, on peut aider l'entrepreneur pour que les activités soient réalisées le plus tôt possible pour que nos enfants puissent intégrer. Des travaux de réhabilitation sont également prévus dans la région des Savanes. Les écoles primaires publiques de Natenga à Saint-Cassé, de Douane Mango Groupe A, de Sangbana dans l'Oti Nord et de Baoulé, Oti Sud, sont concernés. Et c'est également dans le cadre de ce projet que la salle de conférence du lycée de Kpodji dans le Cloto a été réhabilitée. Et c'est le ministre des Enseignements primaires et secondaires qui l'a inauguré, un cadre adéquat pour des formations et des rencontres d'échange entre les acteurs du secteur éducatif. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. À peine inaugurée, la grande salle de conférence de 200 places du lycée de Kpodji accueille la première conférence. Autour du thème « Jeunes, responsabilité et engagement », d'éminentes personnalités pour éclairer la lanterne des apprenants. L'infrastructure est dédiée à cela. Formation, activités pédagogiques se feront désormais dans cette salle. Elle est réhabilitée grâce au projet de renforcement des capacités d'accueil du ministère en charge des enseignements primaires et secondaires. Pour une éducation de qualité, il faut des bâtiments, il faut des enseignants. Et donc avec ce bâtiment, nous pourrons maintenant procéder à la formation des formateurs. Et chaque fois que nous aurons des activités, que ce soit culturelles, nous allons nous retrouver dans cette salle. Pour le ministre Dodi Kokoroko, tous les acteurs du système éducatif sont appelés à unir leurs efforts pour rendre le secteur plus porteur. La nouvelle vision du gouvernement sur l'éducation est déclinée dans sa feuille de route. Le secteur éducatif qui nous est cher aujourd'hui est confronté à des difficultés.
Et nous devrions, pour sortir ce secteur de ces ornières, se distinguer par de fines idées. Et ce que je propose aux acteurs du secteur de l'éducation, c'est d'apporter leurs idées. Et j'invite ici les hommes et les femmes qui ont les fines idées à pouvoir les apporter et on en fera véritablement effet. La réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires dans les régions éducatives sont effectives. 30 000, c'est leur nombre. Une volonté affichée pour donner un nouveau visage à l'école togolaise. La délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso poursuit sa visite de travail au Togo. Après la HAC, la délégation était ce matin à la télévision togolaise et à Togo Presse. Les membres de la délégation burkinabé ont touché du doigt les réalités des conditions de travail dans les médias publics togolais. Issaka Aruna et Ramdan Bassina pour des précisions. Première étape de cette visite d'imprégnation, la télévision togolaise. La délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso échange ici avec les journalistes. Partage d'expérience sur la pratique du métier de journaliste avec la chef de la délégation. Puis, place à la découverte de la télévision togolaise dans ses différents compartiments. Studio, plateau, régie, salle technique, archivage. Les dispositifs ont impressionné la délégation. J'avoue franchement que vous êtes trop en avance sur nous. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train de construire aussi un bâtiment imposant. C'est toujours en chantier. Et le matériel que nous avons, vous, dans vos différents studios, prouve à merveille que tous les jours que Dieu fait, vous abattez du bon travail. En tout cas, la TVT n'a rien à envier à certaines télévisions qui se disent occidentales. Après la télévision togolaise, cap sur l'Édit Togo, structure éditrice du quotidien national Togo Presse. Une séance de travail avec les responsables et une visite des locaux. Là aussi, le travail qui s'y abat inspire. Vous consacriez dans le journal des jours à certaines rubriques. Santé, culture, faits divers, ce que Sidoya ne fait pas. Nous avons également échangé sur les modalités de parution et comment le journal est vendu. J'ai vu qu'ici, vous vendiez votre quotidien à 200 francs. Chez nous, c'est légèrement plus cher, malgré la subvention que Sidoya reçoit de l'État. La visite se veut un début de collaboration entre ces médias et ceux du Burkina Faso. Au niveau de la région des plateaux, le projet d'appui au développement agricole au Togo PADAT, courant en 2021, a abouti à la concrétisation de plusieurs projets programmés. Et le comité régional d'orientation et de pilotage, CROP, né de la mise en œuvre de ces projets, s'est retrouvé pour un partage de résultats. Le compte rendu avec Silver Abdou. Dans chaque région est mis en place un comité régional d'orientation et de pilotage pour un meilleur accompagnement de certains projets, notamment le PADAT, projet d'appui au développement agricole au Togo. Ce projet est mis en œuvre pour contribuer à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des revenus des producteurs. Ici, les membres de ce comité évaluent le chemin parcouru dans la mise en œuvre des divers projets qui ont permis, par exemple, l'aménagement de vastes superficies en vue de l'amélioration du rendement des producteurs. Nous avons eu à aménager de vastes superficies pour essayer d'augmenter la rentabilité. Mais ce n'est pas l'aménagement seul qui améliore la rentabilité. Le ministre a initié beaucoup de choses. Il y a eu des identifications des magasins au niveau des cantons et au niveau même de ces apps pour que les intrants agricoles, entendez par là semences, engrais, soient rapprochés des producteurs. Ceci permet d'améliorer effectivement la rentabilité, de soulager la pénibilité de beaucoup de choses au niveau de nos producteurs. Il s'agit pour le comité de mesurer le niveau d'exécution du projet pour une implication effective destinée à faire de ces projets des projets de développement agricole.
Il était aussi question de discuter sur la reprise des travaux de construction des magasins de stockage et surtout de faire le point sur l'opérationnalisation des AP dans la région. Et le comité régional d'orientation de pilotage de la région centrale s'est également retrouvé pour le même exercice. Nous retrouvons Désiré Aloy sur place pour le compte-rendu. Dans le cadre du PENIAZAN, le projet d'appui au développement agricole au Togo, PADAT, a inscrit dans son cahier des charges plusieurs projets contribuant à la relance agricole pour booster la croissance économique, la création d'emplois et la sécurité alimentaire, entre autres objectifs visés. Dans la région centrale, le projet touche entre autres la mise en valeur des bas-fonds, la construction des infrastructures de stockage et appui matériel aux différents producteurs. Différentes activités suivies par le comité régional d'orientation et de pilotage CROPT. Les membres de ce comité se sont retrouvés pour partager les résultats. Pour le compte de l'année 2021, les producteurs ont été appuyés dans l'acquisition d'intrants. Nous avons aussi appuyé les producteurs dans la conduite des champs écoles. Nous avons appuyé 460 organisations paysannes dans le renforcement de leurs capacités. 504 hectares de bas-fonds ont été aménagés dans la région centrale. 106 magasins ont été construits. Il y a 10 hangars aussi et 20 abris d'équipement. Les producteurs aussi ont été équipés en égreneuse, en batteuse vanneuse et en décortiqueuse du riz. Il est question aussi de proposer des solutions aux différents problèmes relatifs à la mise en œuvre des projets. Actuellement, il y a des bas-fonds qui sont en cours d'aménagement. Si on peut avoir une prolongation jusqu'en 2023, cela pourra nous aider à terminer les restes des magasins et aussi à parfaire les aménagements qui sont en cours. Le projet PADAT est le seul en cours du programme d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PENIAZA, décliné aujourd'hui en PENIAZAN. Le PPAO et le PAZA ont pris fin sur une note de satisfaction. Même conclusion attendue pour le PADAT, institué il y a 10 ans. Et nous évoquons une fois encore la pandémie de la COVID-19 avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du mercredi 22 décembre 2021. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 27 108. 197 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 26 001. Un nouveau guéri enregistré depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 861. Le nombre de décès est de 246. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Hors du Togo, l'ancien président sud-africain a échappé à la prison. Jacob Zuma peut faire appel de la décision d'un tribunal qui a invalidé sa libération conditionnelle. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma peut faire appel de la décision d'un tribunal qui a invalidé sa libération conditionnelle accordée en septembre dernier pour raisons médicales. Une décision rendue publique par le juge Elias Motojane. Sa liberté de mouvement est limitée, ce qui a un impact sur sa dignité. Il purge sa peine, bien que ce soit à l'extérieur de la prison. En raison de sa maladie et de son âge avancé, ce que je veux dire, c'est qu'il a besoin de compassion, d'empathie et d'humanité, ce qui est l'essence de l'Ubuntu. À mon avis, un autre tribunal pourrait prendre cela en considération et arriver à une conclusion différente. Pour la raison susmentionnée, l'autorisation de former un pouvoir est accordée à la Cour suprême d'appel et les frais seront pris en charge dans le cadre de ce pouvoir. Âgé de 80 ans, Jacob Zuma avait été libéré sous conditions médicales au début de l'année, mais la haute cour de Gauteng, dans la capitale Pretoria, a jugé que cette libération conditionnelle était illégale.
Et l'actualité sur l'île de Madagascar est marquée par ce que l'on pourrait nommer deux miracles. Après le crash d'un hélicoptère, 2 passagers, dont un ministre, sont rescapés après avoir nagé 12 heures. Il a frôlé la mort lorsque son hélicoptère s'est écrasé au large des côtes de Madagascar et son récit est digne d'un film hollywoodien. Pendant près de 12 heures, le secrétaire d'État à la gendarmerie malgache ainsi qu'un autre survivant ont nagé pour rejoindre le rivage. Il était environ 19 heures, nous pouvions très bien voler. On pouvait faire un vol de nuit, c'était clair. C'est arrivé à cause d'une rafale de vent. Ce n'était pas la faute du pilote, ce n'était pas non plus une panne mécanique. L'hélicoptère a plongé et a été détruit. Je n'avais pas de gilet de sauvetage, mais le pilote et le mécanicien en avaient. J'ai pris le fauteuil du pilote comme bouée de sauvetage et c'est comme ça que j'ai été sauvé. Les 2 hommes ont été retrouvés par des villageois sur une plage. Les 2 autres occupants sont toujours portés disparus. Leur hélicoptère se dirigeait vers une petite localité où un navire a fait naufrage lundi matin avec 130 personnes à bord. Il était environ 4 heures du matin. Nous étions en train d'ajuster nos voiles et nous l'avons vu. Et il a appelé à l'aide. Il a dit au secours, notre hélicoptère est en panne. Aidez-nous. Pour l'instant, la gendarmerie malgache a indiqué ne pas connaître les circonstances de la chute de l'hélicoptère. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 occupants disparus. Et au Togo, ce n'est pas un crash que l'on veut éviter, mais plutôt des accidents sur nos routes. Et ces drames, parfois mortels, sont dus au non-respect des feux tricolores dotés de décompte. Et ce soir, Chaz Nambaga nous prodigue quelques conseils pratiques pour le code de la route. Partir à 5, 4 ou 3 secondes avant le feu vert, le phénomène se généralise au niveau des intersections dotées de portiques modernes comme celui-ci. Impatience ou ignorance, quoi qu'il en soit, ces automobilistes et motocyclistes qui s'adonnent à ce comportement incivique mettent en péril leur vie et celle des autres usagers. Les autorités ont choisi ces portiques pour permettre aux usagers d'apprécier avec précision le temps qu'ils vont prendre pour marquer l'arrêt ou bien le temps avec lequel ils pourront franchir l'intersection. Donc, franchir l'intersection 2 secondes avant le feu vert, ça constitue une infraction au code de la route. Si vous quittez avant le feu vert, vous allez croiser les autres usagers qui étaient en train de traverser quand eux ils avaient le feu vert. La conséquence est un accident de circulation. Au cours du premier semestre 2021, le Togo a enregistré 3815 cas d'accidents, dont 117 liés au non-respect des feux tricolores. C'est donc un véritable fléau. Le feu orange ou le feu jaune, par définition, veut dire que j'ai l'obligation de m'arrêter, sauf si les conditions de sécurité ne me le permettent pas. Malheureusement, quand les usagers voient le feu jaune, c'est en ce moment qu'ils accélèrent, en oubliant toutefois que les autres, de l'autre côté, ont le feu vert. Donc la conséquence, c'est qu'il y aura collision au milieu de l'intersection. Et ces collisions occasionnent le plus souvent des pertes en vie humaine. 346 décès rien que pour la période allant de janvier à juin 2021. Des drames qu'on peut éviter si on respectait scrupuleusement le code de la route, dont les feux tricolores. Quand vous êtes au feu rouge, comme vous le voyez ainsi, vous avez l'obligation de vous arrêter. Et vous entendez la décompte jusqu'à le feu vert et vous engagez. Mais une fois aussi que vous avez le feu vert, ça ne veut pas dire de quitter en trombe. Vous devez observer une prudence et une tolérance parce qu'il y en a toujours qui grillent les feux tricolores. Pour ces usagers indélicats, il est prévu une amende de 5 000 francs CFA pour les motocyclistes et 10 000 francs CFA pour les automobilistes. Les feux tricolores ont pour principale mission de réglementer l'ordre de passage des usagers afin d'éviter au mieux des embouteillages et au pire des collisions. C'est à juste titre qu'ils sont implantés dans des carrefours réputés dangereux, d'où l'impérieuse nécessité de les respecter scrupuleusement.
Merci donc une fois encore pour ces conseils pratiques, surtout en cette période de fête de fin d'année. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.